D'aussi longtemps qu'il s'en souvienne, Thomas a toujours été un grand fasciné de l'espace. S'imaginant à bord de son vaisseau, il se voyait parcourir les étoiles et découvrir de nouveaux mondes. Bien sûr, beaucoup d'entre vous ont imaginé la même chose, mais pour beaucoup d'entre nous, le rêve s'arrête assez rapidement. Quand nous redescendons sur Terre, la réalité des études et leur prix sont souvent un frein qui nous bloque définitivement et qui nous cloue éternellement sur place. Mais il ne s'est jamais découragé. Il lui a fallu des années pour atteindre son rêve. Il a multiplié les échecs et les exploits, monté les échelons les uns après les autres, pour au final être devenu le candidat idéal, afin de diriger la toute nouvelle mission Blobfish. Cette mission tire son nom du tout nouveau modèle de satellite qui devait être placé au plus près du Soleil, afin de déployer des panneaux solaires géants et d'offrir à l'humanité tout entière une nouvelle source d'énergie illimitée. Après plusieurs longs mois à s'entraîner sur Terre, afin de préparer le déploiement de ce nouveau satellite, la mission fut lancée. Après un long voyage de plusieurs mois, une fois arrivé sur place, Thomas fut le seul à déployer le satellite. Comme son nom l'indique, il ressemblait énormément au poisson Blobfish. Et tout comme lui, il était gros et massif et ne faisait que tourner en rond, sans bouger de par lui-même, afin de recevoir sa nourriture directement dans la bouche. Quelle ironie quand on y réfléchit, d'avoir donné le nom de la technologie humaine qui aurait le plus travaillé, de celle d'un poisson qui passe toute sa vie à ne strictement rien faire. Pour le déployer, rien n'était plus simple. Thomas et son équipe devaient d'abord le déposer sur place, puis faire une petite sortie dans l'espace afin d'activer les derniers systèmes manuellement. Car une fois déployé, il serait impossible de le remanipuler rapidement. Car une fois les panneaux solaires totalement déployés, il fera comme un effet miroir et tout ce qui passera entre lui et le soleil serait directement carbonisé. Cet entraînement, Thomas l'avait fait des centaines de fois sur Terre. Pris dans son élan, il déploya un minuteur de 10 minutes afin d'être sûr que tout se mette en place et qu'il puisse rentrer tranquillement, car il savait pertinemment qu'il n'en avait besoin que de 5 grands maximum. L'opération commença très bien. Il respecta la procédure à la lettre et il ne rencontra absolument aucun problème. Mais malheureusement pour lui, Thomas fut rapidement rattrapé par ses anciens démons. Pas des démons très méchants, je vous rassure, mais ses envies de voyager dans l'espace et sa fascination pour l'inconnu le rattrapa. Il eut comme une absence et il regarda le vide de l'espace droit devant lui. Ses collègues avaient beau essayer de le raisonner, Thomas était comme paralysé sur place. Quand il reprit enfin ses esprits, il ne lui restait plus que quelques secondes pour essayer de faire demi-tour, mais il était déjà trop tard. Il s'appuya sur le satellite et dans un dernier élan, il réussit à s'échapper de sa lumière mortelle, mais pas son tube à oxygène. Le tube ne passa que quelques secondes devant la lumière, mais cela suffit afin de le faire fondre, privant Thomas d'oxygène. Le temps qu'il réalisa son erreur, il venait déjà de perdre la grande majorité de son oxygène, mais il ne paniqua pas et il ferma rapidement le tube afin d'essayer d'économiser le peu d'air qui lui restait. Dérivant maintenant dans l'espace, il appela ses collègues pour qu'ils viennent le chercher, mais il était impossible pour eux de venir le sauver sans prendre le risque de passer devant le satellite eux-mêmes. C'est là que Thomas comprit que l'espace qu'il avait toujours aimé serait le dernier endroit où il finirait ses jours. Très rapidement, sa fascination et ses rêves se transformèrent en peur et en angoisse. Il hurla de toutes ses forces, mais dans l'espace, personne ne peut vous entendre hurler. Il resta comme cela pendant plusieurs longues minutes, avec une expression de terreur qui resta gravée à tout jamais sur son visage. Quelques semaines plus tard, la gravité du soleil fit le reste du travail et attira le corps de Thomas
ce qui lui offrit une sépulture par incinération. Tous les petits villages du monde possèdent leurs secrets, leurs choses inavouables, le squelette dans le placard. Appelez ça comme vous voulez, mais celui de notre histoire concernera un vieux cirque, laissé là à l'abandon par les propriétaires. Bien sûr, personne n'ose l'approcher. D'après eux, cela n'est pas de la peur, mais simplement que les propriétaires pourraient venir réclamer leur dû, et qu'ils n'osent pas avoir de problème avec cet homme qui avait été jugé très dangereux et très facilement colérique envers autrui. Mais un jour, un jeune curieux décida de briser l'interdit et alla y faire un petit tour. On ne sait jamais, les objets rétro de nos jours sont tellement à la mode. Pourquoi pas une petite babiole, un distributeur de tickets ou autre chose, n'importe quoi qui pourrait lui rapporter gros. Il décida donc d'y aller en pleine soirée, pas pour se donner du frisson bien sûr, mais afin d'être sûr que personne ne le remarque. Comme tout le monde dans son village, il savait exactement où le cirque était placé, perdu quelque part dans les bois, non loin d'ici. Mais de par lui-même, il n'avait jamais eu la curiosité d'y aller. Il ne savait pas vraiment à quoi cela ressemblait. Cela faisait plusieurs semaines qu'il s'imaginait un vieux chapiteau déchiré de partout, quelques caravanes abandonnées, certainement recouvertes par la végétation, ou même dans le pire des cas, des carcasses d'animaux morts qui auraient été abandonnés par les propriétaires, de peur de ne pas pouvoir les revendre. Mais à sa grande surprise, en arrivant sur place, il ne trouva rien de cela. Un simple chapiteau, avec quelques caravanes autour, mais tout l'ensemble donnait l'impression d'avoir été abandonné il y a à peine quelques jours. Les véhicules étaient propres, le chapiteau était dans un excellent état, et plusieurs restes d'emballage de gâteaux et autres paquets de pop-corn gisaient encore le sol, comme si une représentation venait d'y être faite il y a peu de temps. Le jeune homme pensa donc à des squatteurs, ou à des gens qui se permettaient de faire des urbex sans demander la permission à la ville. Il avança donc prudemment et jeta un rapide coup d'œil dans le chapiteau avant d'y entrer. Ne voyant personne à l'intérieur, il décida d'y faire un petit tour. Il resta quand même sur ses gardes. Après tout, le nouveau propriétaire de ces lieux, officiel ou non, pourrait bien faire son arrivée à n'importe quel moment. Il passa rapidement un tour dans les gradins, sans rien y trouver malheureusement. Puis il alla faire un tour derrière la scène, afin de peut-être trouver quelque chose dans les loges qui pourrait être intéressant. Mais là non plus rien de bien spécial, juste une grande collection de costumes qui devait probablement servir au clown. Il décida quand même d'emprunter un costume, afin de prouver à ses camarades que oui, il avait fait l'exploit de briser l'interdit, et surtout pour ne pas rentrer les mains vides. Son choix se porta sur celui d'un pandarou, un animal qu'il adorait au plus haut point, et qui par le plus grand des hasards était pile de sa taille. Il s'apprêta à repartir, mais il ne put quitter le chapiteau, car la porte de celui-ci avait été cousue en un temps quasiment record. Il comprit rapidement que quelqu'un venait de l'enfermer à l'intérieur. Pris de panique, il courut se cacher derrière les gradins, afin d'essayer de voir cet homme, qui visiblement voulait l'inviter à la fête. Il jeta quelques rapides coups d'œil derrière les sièges, afin d'essayer peut-être d'entrevoir une silhouette. Mais à la place de voir quelque chose, il entendit une voix venir de quelques rangées de sièges derrière lui. Moi non plus, je n'aime pas beaucoup cette représentation. M'aiderais-tu à la rendre plus vivante, plus dynamique? Il manqua de faire une crise cardiaque quand il se retourna et qu'il vit un homme, et portant un costume de clown traditionnel, la grande salopette multicolore, recouvrant une chemise blanche, un visage complètement surmaquillé,
un nez rouge complètement ridicule, et un minuscule chapeau qui ne devait tenir que par miracle. Le clown se jeta sur lui, et il l'attrapa par les épaules, le soulevant du sol, afin de le porter et de l'emmener avec lui. Ils entrèrent tous les deux dans une caravane, et le clown l'attachèrent sur une table qui était déjà couverte de sang. Autour d'eux se trouvaient de multiples appareils de torture qui semblaient avoir été utilisés très récemment. Il hurla de toutes ses forces, mais il savait bien que personne ne viendrait. Cela était surtout un désespoir de dernière minute. De son côté, le clown restait là devant lui, avec un air pensif se demandant ce qu'il allait bien pouvoir faire de lui. Il resta planté là pendant une bonne trentaine de minutes, puis il exprima un air joyeux, comme un vieux personnage de cartoon qui donnerait l'impression d'avoir eu une bonne idée. Il retourna rapidement dans le chapiteau, laissant une occasion au jeune d'essayer de s'échapper. Mais il avait beau essayer de se débattre, le clown l'avait solidement attaché. Quand celui-ci rentra, il tenait dans sa main le costume de Pandarou que le jeune avait laissé tomber durant sa fuite. Il commença par le déshabiller, puis il lui enfila le costume, afin de s'assurer que celui-ci était à la bonne taille. Tout content de lui, le clown sautilla sur place en frappant de ses mains pour applaudir. Il était comme un enfant qui venait de recevoir le plus beau cadeau qu'il ne pouvait espérer. Puis il attrapa un fil et une aiguille, puis il commença à coudre le costume, à même sur la peau du jeune homme, bloquant ainsi ses bras et ses jambes. Quand il finit sa rapide chirurgie, il détacha le jeune homme et celui-ci commença à essayer d'enlever le costume, mais il était impossible pour lui de l'enlever. Il venait de passer les plus longues minutes de sa vie à souffrir énormément, afin de recevoir le dernier costume de sa vie, comme une seconde peau qu'il devra garder éternellement. Complètement sur le choc, il ne réagit même pas, quand le clown l'attrapa de nouveau et le conduit dans une autre caravane, afin de l'enfermer dans une cage. Le clown ferma la porte à clé, et juste avant de partir, il lui chuchota: « Tous ensemble, nous allons faire un nouveau spectacle, et celui-ci sera plus vivant que jamais. Croyez-moi, cela sera une pure merveille. » Puis il repartit en rigolant et en sautillant. Le jeune ne comprenait pas ce que le clown venait de dire. Tous ensemble? Pourquoi dit-il ça? Nous ne sommes que deux. Quand il regarda au fond de la cage, il vit 3 silhouettes recroquevillées sur elles-mêmes. Il s'agissait de 3 enfants qui eux aussi étaient enfermés dans des costumes d'animaux. Il était impossible de savoir depuis combien de temps ils étaient là, mais ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau cirque des monstres est bientôt prêt à reprendre la route. Il y a bien longtemps, dans un concours de beauté, une reine y régnait en maître. Son visage était si parfait, ses yeux d'un bleu si clair, et ses cheveux d'un blond si perçant, que personne au monde ne pouvait la détrôner. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait, car malheureusement les années passent, et le physique, lui, ne reste pas. Une autre fille, plus jeune, vint s'inscrire un jour à ce concours. Elle s'appelait Blanche. Elle était très pâle. Ses cheveux étaient d'un noir si perçant qu'on avait l'impression que la nuit elle-même s'y reflétait. De magnifiques yeux verts et une silhouette à en damner un sein. Tout le monde ne parlait plus que d'elle. À leurs yeux, Blanche était la seule qui allait enfin pouvoir détrôner la reine. Mais celle-ci ne l'entenda pas de cette oreille. Elle commença à pourrir la vie de la pauvre Blanche, avec des petits caprices de la vie de tous les jours, plusieurs insultes, humiliations sur les réseaux sociaux, et parfois même quelques tentatives d'agression de la part de quelques garçons qui venaient de la part de la reine.
Mais elle ne se découragea jamais. Blanche avait bien l'intention de la détrôner et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Même si cela devait lui coûter très cher, il était hors de question que cette grande pétasse ne gagne une fois de plus. Blanche vivait seule avec ses 7 petites sœurs. Elles avaient toutes hérité de la beauté de leur mère, décédée il y a peu, et leur père trop occupé à travailler nuit et jour pour qu'il ne se soucie de la santé de ses filles. Les 7 petites filles étaient elles aussi inscrites à des concours de beauté différents, en fonction de leur âge, ou à des catégories bien spécifiques vis-à-vis de leurs loisirs. Dans la vie de tous les jours, Blanche vivait un véritable enfer, mais une fois rentrée chez elle et entourée de sa petite famille, elle se sentait des plus heureuses, et plus rien du monde extérieur ne venait la déranger, jusqu'au jour où la reine décida de faire la paix avec Blanche. Blanche n'avait jamais été rancunière, et quand elle vit la reine vouloir faire la paix, elle s'imaginait déjà vivre enfin tranquillement, et que la compétition récompenserait réellement celle qui le méritait le plus. En guise de cadeau, la reine apporta à Blanche une petite crème pour la peau. D'après elle, c'était la meilleure qu'il y avait sur le marché, du très haut de gamme, mais qu'elle devait se mettre à petite dose, afin d'être sûre que cela agisse au mieux. Les 2 filles passèrent le reste de la journée ensemble, à se trouver de multiples points communs, et à discuter de choses et d'autres, comme 2 bonnes copines, qui venaient juste de lier une très grande amitié. Après avoir passé cette belle journée avec sa nouvelle amie, Blanche décida de se coucher tôt pour le concours qui se passait le lendemain, et c'était une occasion pour elle d'essayer cette fameuse crème durant la nuit, afin de voir l'efficacité du cadeau de sa nouvelle copine. Elle respecta les instructions, et elle s'en passa une légère couche sur la figure avant de se mettre au lit. Tout au long de la nuit, elle ressentit comme une sensation de picotement sur le visage, mais elle se dit simplement que ça devait être ses points noirs qui devaient partir, ou alors quelques impuretés de la peau qui devaient se réparer. Mais quand elle se réveilla le lendemain, elle découvrit dans le miroir que son visage avait partiellement été détruit. Il avait comme fondu. Elle n'était pas totalement défigurée, mais elle sut instantanément que sa carrière dans les concours de beauté était maintenant terminée. Elle hurla de colère et de tristesse quand elle comprit qu'elle venait de se faire avoir et que la reine était visiblement prête à tout, même aux pires saloperies du monde, afin de rester sur son trône. Le concours se déroula sans Blanche, et la reine fut élue encore une fois de suite, comme tous les ans. Pendant plusieurs longues semaines, Blanche resta enfermée dans sa chambre, à pleurer toutes les larmes de son corps, et en se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir faire de sa vie maintenant. Attristée devant cet horrible spectacle, la plus vieille de ses 7 sœurs décida de se mettre au même niveau que la reine, et elle l'observa nuit et jour dans son quotidien. Elle passa tout son temps à noter tous les déplacements, tous les rendez-vous et toutes ses habitudes. Après avoir choisi ce qui lui semblait être le meilleur moment, elle s'introduisit chez elle en pleine nuit. Il était 23 heures. À cette heure, la reine prenait son bain relaxant afin de se reposer de sa grosse journée de travail, comme elle aimait bien l'appeler. Et comme à son habitude, elle allait certainement s'assoupir dans son bain en écoutant une petite musique relaxante. La jeune fille en profita pour entrer discrètement dans la salle de bain, avec dans la main le tube de crème qu'elle avait donné à sa grande sœur plusieurs mois plus tôt. Comme elle le pensait, la reine dormait tranquillement dans son bain, et elle ne remarqua pas la présence de la jeune fille, qui en profita pour vider l'intégralité de la crème dans l'eau du bain. Et elle laissa mijoter comme cela la reine pendant plusieurs longues heures. À son réveil, la reine sortit de l'eau en se ressuyant la figure une dernière fois, et quand elle se regarda dans son immense miroir, elle vit son visage et tout le reste de son corps, qui était devenu complètement flasque, comme s'il venait de prendre 80 ans d'un coup.
complètement surprise et effrayée, elle hurla de toutes ses forces, puis elle s'évanouit de peur. De son côté, la jeune fille était restée à attendre devant la fenêtre de la salle de bain, et quand elle entendit le cri de la reine, elle comprit alors qu'elle venait de venger sa grande sœur. Toute satisfaite d'elle, elle rentra chez elle, mais elle n'avoua jamais à sa sœur ce qu'elle venait de faire. Cela serait son petit secret, et si vous lui posez la question « Qu'est-il arrivé à la reine ce soir-là ?», elle vous répondra simplement que cela n'était que le karma, et qu'on ne récolte que ce que l'on sème. De son côté, Blanche continua ses études en ligne, et elle se lança dans une carrière de traductrice pour plusieurs grands sites web. Au bout de 5 années d'études, elle décrocha plusieurs contrats et elle fit même la rencontre en ligne de l'un de ses collègues, qui tout timide n'osait pas venir la voir dans un premier temps, mais qui finalement, après plusieurs longues semaines de conversation, était tombé tellement fou amoureux de Blanche que son visage ne le dérangea absolument pas. Il ne voyait que la magnifique femme qui n'avait absolument rien perdu de par le passé et qui, au contraire, avait quasiment tout gagné. La gérante d'une grande enseigne de supermarché venait de recevoir une immense cagette de bananes. Mais à sa grande surprise, quand elle commença à l'ouvrir, des centaines de scarabées commençaient à sortir des fruits. Il y en avait sûrement des centaines. Ils s'agitaient dans tous les sens, effrayés par la présence de cette femme, qui elle-même ne s'attendait pas à voir la visite de ces horribles nuisibles. Surprise, elle laissa tomber ses affaires, et elle fit quelques pas en arrière avant d'appeler l'un de ses collègues, afin qu'il reprenne la palette et qu'il n'aille l'enfermer dans une pièce à part, afin qu'un exterminateur vienne pour s'en débarrasser. Le supermarché avait l'habitude de recevoir ce genre d'invités surprises. Il était même très commun que de grosses araignées ou autres vilaines créatures ne décident de voyager à l'œil et s'infiltrent dans des cargaisons afin de voir du pays. Et bien souvent, cela apporte de bien mauvaises mésaventures aux employés qui ne s'attendent pas à les voir. Mais cette fois, le supermarché avait vraiment face à une véritable invasion. Quelques jours après leur arrivée, l'exterminateur arriva sur place afin de se débarrasser des nuisibles. Mais quand la gérante l'emmenèrent dans la pièce, ils y découvrirent la palette qui n'avait pas bougé. Mais quelque chose de nouveau s'y était ajouté. Il y avait bien sûr la forte odeur des bananes qui ne cessait de mûrir, mais aussi une autre odeur très forte et très désagréable. L'exterminateur pensa tout simplement aux excréments des insectes, mais sans trop croire à sa propre version. Il passa rapidement son produit sur la marchandise, puis il partit en laissant l'équipe du magasin se débrouiller tout seul avec les nombreuses carcasses des insectes morts. 2 jours plus tard, quand le produit avait fini d'agir, la gérante et 2 autres employés se mirent à la tâche de débarrasser la cagette de tous les cadavres des nuisibles et de faire le tri entre les bananes encore comestibles et ceux qui partiront directement à la benne. Cela leur prit plusieurs longues minutes à essayer de tout défaire, tout en aspirant au fur et à mesure les insectes morts, afin d'éviter d'en laisser traîner partout. Mais plus ils avançaient dans leur tâche, et plus l'odeur désagréable devenait forte, jusqu'à ce qu'ils en trouvent la source. Ils fuirent l'horrible découverte d'un corps humain recroquevillé sur lui-même et assis tout au fond de la palette, recouvert par les bananes. Les employés se sauvèrent en hurlant, et la directrice essaya de garder son sang-froid et appela directement la police afin de leur faire part de sa macabre découverte. Quand ils arrivèrent sur place, ils embarquèrent le corps
et demandèrent aux employés d'éviter de faire trop de bruit sur cette affaire avant qu'ils n'aient découvert ce qu'il s'était passé. Quelque temps plus tard, la directrice fut rappelée par la police, qui lui expliquèrent qu'il s'agissait d'un homme qui avait tout simplement tenté de passer clandestinement en se glissant dans le milieu d'une palette de bananes et qui malheureusement s'en est retrouvé coincé durant le voyage et a fini par mourir étouffé. Quant au scarabée, il s'agissait d'une variété nécrophage qui avait tout simplement été attirée par l'odeur du cadavre en décomposition et qui était là uniquement afin d'essayer de faire le ménage. Cela fait plusieurs mois maintenant que l'incident avec Victor s'est passé. Quand je repense à ce que m'a dit le Rabbitman, qu'il y avait d'autres petits lapereaux avec nous, il m'a fallu un moment pour comprendre qu'il s'agissait de l'un de nos nouveaux petits agents qui devait sûrement être son complice. Mais lequel? Malheureusement, je ne peux pas faire d'accusation sans preuve. Enfin, j'en ai quand même une, mais elle est un petit peu indiscrète. Durant son autopsie, le médecin légiste a découvert sur le corps de Victor le tatouage d'un lapin. Et je dois dire, après l'avoir vu moi-même, qu'il s'agit vraiment d'un lapin très creepy. J'y ai plusieurs fois pensé à aller voir les trois autres et leur demander s'ils avaient des tatouages. Bien sûr qu'ils vont me répondre non. Personne ne me dira « Oui, bien sûr, tu veux voir mon tatouage de lapin? Regarde comment il est beau. » Non, il va falloir le jouer avec plus de finesse. Mais je pense que je peux commencer à enlever de ma liste de suspects Isaac, car il a malheureusement entendu la conversation de nous avec le médecin légiste, qui nous expliquait la présence de ce tatouage. Lui-même a rigolé en disant que cet homme avait bien de la chance, car les seules marques qu'il possédait sur le corps étaient les dessins rigolos que ses enfants lui faisaient de temps en temps, et que c'est pour ça qu'il n'osait pas nous les montrer, de peur qu'on se foute de sa gueule. Mais alors qui cela peut être? Samuel ou Anna? J'ai eu ma réponse il y a 2 jours, quand j'ai vu Anna vouloir ramasser un dossier qu'elle venait de faire tomber par terre. Quand elle s'est penchée, j'ai pu voir le bas de son dos, et j'y ai entrevu comme un petit visage de lapin. Enfin du moins, j'y ai vu 2 oreilles, ça c'est sûr. Anna serait donc le dernier lapereau? Après tout, qui se promènerait avec un tatouage de lapin comme cela sur lui? J'ai donc prévenu tous les autres, et quelques heures après, nous nous sommes préparés afin de l'attraper. Il ne fallait pas qu'elle ait des soupçons sur ce que nous apprêtions à faire. Nous nous sommes tout simplement passé le mot discrètement, et cela a pris un bon moment. Au bout de 2 heures, tout le monde était averti que nous allions essayer de l'attraper avant qu'elle ne quitte les lieux, à 18 heures précises, l'heure où elle termine sa garde. On s'est donc tous mis à l'entrée, et au moment où elle a passé la porte, 3 de mes collègues se sont jetés sur elle, et nous l'avons ramenée à l'intérieur, afin d'essayer de la faire parler. Je vous rassure qu'aucun d'entre nous ne l'a frappée. Après tout, ce n'est pas bien de frapper une femme, même si celle-ci est la complice d'un dangereux psychopathe. Nous n'allons quand même pas nous abaisser à son niveau. Nous l'avons harcelée de questions pendant plusieurs longues minutes. Bien sûr, le but du jeu n'était pas simplement de lui demander d'où venait son tatouage, car cela était la seule preuve qui l'incriminait, et il n'était pas question qu'elle arrivait à le démentir dès le début. Mais à force de tourner autour du pot avec elle, elle a bien fini par comprendre que nous lui demandions si elle était complice de Rabbitman, et elle a littéralement changé de ton. Elle est devenue beaucoup plus agressive. Nous demandions même si nous avions fumé un énorme pétard juste avant de venir la voir. Je ne la connaissais pas aussi capricieuse. Comme quoi, dès l'instant qu'on touche à une corde sensible, le caractère change du tout au tout. Nous avons fini par lui balancer la question « Alors d'où vient ton tatouage ?» Elle a simplement acquiescé en répondant qu'elle l'avait bêtement fait avec l'une de ses amies après une soirée un peu trop arrosée. Elle nous a même donné le nom de son tatoueur et de son ami en question afin que nous les appelions. Et ils ont rapidement confirmé les dits de Anna. Alors si ce n'était pas elle, qui cela pouvait être?
Et c'est là que j'ai repensé à ce que Isaac m'avait dit plusieurs jours plus tôt. Je ne vous montrerai pas mon corps car il est simplement recouvert des dessins idiots de mes enfants. Et si cela n'était pas des dessins idiots, mais une simple excuse qu'il avait trouvée pour justement ne pas se déshabiller devant nous. C'est vrai maintenant quand j'y pense. Je ne l'ai jamais vu prendre des douches avec nous. J'ai simplement mis ça sur le compte de la pudeur. Mais avouez-le, que le hasard fait vraiment bien les choses. J'ai donc jeté un coup d'œil rapidement autour de moi, afin de vérifier si toute l'équipe était présente. Tout le monde était là, à part Isaac, qui semblait avoir complètement disparu. Je n'ai pas fait part de mes soupçons aux autres, et j'ai rapidement fait le tour de notre base afin de voir s'il était encore là. Malheureusement non, il avait complètement disparu. Et pire encore, notre salle d'information, là où nous rassemblions toutes les informations sur le Rabbitman, témoignages, cartes de localisation, photos, tout ce qui tournait autour de lui, tout avait été emporté. Pas de doute possible, Isaac était bien le dernier Lapero, et il a profité d'un moment de diversion afin de prendre tout ce qui concernait son maître et s'enfuir. Cette sale pourriture, comment aurais-je pu deviner? Cet enfoiré, il s'est bien foutu de notre gueule depuis ce temps. Tout le travail de plusieurs mois envolé. Bien sûr, je ne me fais pas d'idée. Jamais on ne le retrouvera maintenant. Il est certainement brûlé quelque part dans le Grand Canyon. Et maintenant nous revoilà à la case départ. Comme si cela n'était déjà pas difficile de l'attraper avec toutes les informations possibles. Et maintenant ça, mais quelle merde! Ressaisis-toi. Souffle un coup. Je crois que je vais aller faire un tour dehors. Ça va me changer les idées. Je me suis donc assis sur les marches de l'entrée et je commençais à respirer assez fort afin de me changer les idées. Je peux vous garantir que je regrette amèrement d'avoir arrêté de fumer maintenant. Ce n'est vraiment pas ma journée. Et c'est là que j'ai remarqué comme une petite enveloppe posée dans un coin des escaliers. Il n'y avait pas de nom dessus. Je l'ai donc ouvert par curiosité. Et il était écrit en rouge, certainement du sang. Vous pouvez toujours continuer à courir, mais jamais vous ne m'aurez. Alors, cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché derrière vous. Il me reste encore 36 heures à passer ici. 36 heures sur cette prison, perdue au milieu de nulle part. Je n'aurais jamais pu imaginer que quelque chose comme cela puisse m'arriver. Après tout ce que j'avais fait pour Mère Nature, j'y ai consacré ma vie, et soudainement, elle s'apprête à me la prendre, et de la façon la plus horrible que je n'aurais pu imaginer. Tout a commencé il y a plus d'une semaine. Je me préparais à partir pour une excursion en solitaire sur une nouvelle île déserte qui avait été localisée dans l'océan Pacifique, près des côtes d'Amérique du Sud. J'étais tout excité à l'idée d'y aller. Au programme, une équipe devait me déposer sur place et je devais y rester une semaine afin d'aller étudier la faune locale et de limiter au maximum mes actions sur place. Après tout, la grande majorité de ces animaux n'ont certainement jamais vu d'homme, et il était hors de question que je vienne et que je massacre l'intégralité de leur écosystème. J'ai donc pris la mer 2 jours plus tard. Je suis arrivé après un long voyage. L'île était exactement comme j'imaginais, assez grande, pas non plus la taille de la Corse, mais de quoi bien s'amuser. Je n'imaginais pas les pièges qu'il pouvait y avoir dessus. Les seules premières pensées que j'ai eues étaient les multiples animaux que j'allais pouvoir y trouver, perdus en plein milieu de nulle part, sur une île complètement méconnue. Combien de personnes peuvent encore dire qu'ils ont eu la chance de pouvoir faire ça au moins une fois dans leur vie? Je me sentais comme un enfant qu'on apportait devant un magasin de bonbons et qu'on s'apprêtait à laisser choisir tout ce qu'il pouvait avoir. Quelles espèces endémiques j'allais bien pouvoir voir? Tant de questions que je mourais d'envie de pouvoir répondre. L'équipe m'a déposé plus rapidement que prévu. Je dois l'avouer que j'ai un peu assisté. Après tout, on ne fait pas attendre un grand enfant comme je suis. Mon déchargement sur place a été très rapide. Personne d'autre n'a posé le pied sur l'île à part moi.
J'ai donc dû descendre toutes mes affaires seul. Matériel, toile de tente et autres équipements en tout genre. Je peux vous garantir que c'était déjà un sacré exercice. Bon, je l'avoue, lorsqu'on découvre un nouvel endroit, on espère toujours une entrée un peu en fanfare. Mais bon, je m'en passerai pour ce coup-ci. Une fois mon déchargement terminé, l'équipe est directement partie, me laissant seul à mon sort. Dans une semaine, je quitterai mon petit paradis. Enfin, ce que je pensais comme cela à ce moment. Et je retournerai tranquillement dans mon chez-moi. J'ai donc commencé à installer mon campement. Le plus dur a été de trouver un bon endroit. Je ne pouvais pas m'installer sur la plage, car je n'avais vraiment pas envie de me réveiller les pieds dans l'eau, avec la marée montante. Mais je ne pouvais pas non plus m'installer dans la forêt et prendre le risque de déranger certains animaux locaux. Je me suis mis donc entre deux, en respectant le plus que possible le territoire de chacun. Un vrai casse-tête. J'ai passé le reste de la journée à commencer à visiter l'île. Elle n'était pas immense comme je vous l'ai dit plus tôt, mais il y avait de quoi faire déjà une bonne marche. De plus, il fallait d'abord que je fasse un repérage par rapport à certains animaux qui pouvaient y avoir sur place. On recherche toujours à trouver un gros spécimen, un nouveau super prédateur, ou n'importe quoi qui pourrait nous faire rentrer dans l'histoire. Mais je n'ai pas eu de chance ce jour-là. Je n'ai trouvé que des araignées. Moi qui n'ai jamais aimé ces sales bêtes, me voilà bien servi. Bon, tant pis. Dans le pire des cas, je surnommerai cette île l'île des araignées. Je suis donc retourné à mon campement, j'y ai allumé un feu, puis j'ai passé le reste de la soirée à me demander quelle merveille j'allais bien pouvoir découvrir demain. Pendant le deuxième jour, j'ai terminé ma visite de l'île. Je l'ai visitée de long en large et en travers. Aucun maître n'est pas passé devant ma surveillance. Et je peux vous garantir qu'il n'y a aucun animal ici. Quelques oiseaux de passage, mais cela, je m'y attendais. Juste des araignées, des centaines et des centaines d'araignées, de toutes les tailles, couleurs, passant même par des formes très variées. Certaines ressemblaient plus à un scorpion qu'à une araignée, mais en l'absence de queue qui se terminait par un dard, il s'agissait bien d'une araignée. Complètement dégoûté d'avoir atterri sur une île aussi répugnante, j'ai décidé de retourner à mon campement et j'ai passé le reste de la journée à préparer mon matériel d'échantillon. Après tout, même s'il n'y a que des araignées ici, ça me fera toujours quelque chose à étudier. Le troisième jour, je suis retourné dans la forêt. J'ai ramassé plusieurs spécimens d'araignées, de préférence, de couleurs et de tailles différentes, mais pas trop grosses non plus. Il fallait bien que cela rentre dans mes bocaux, même si je l'avoue que certaines dépassaient de très grosses tailles. Je dois dire que s'il y a un record du monde à battre, c'est bien sur cette île. J'ai commencé à faire quelques séries de tests sur eux. Aucune torture, bien sûr. Je devais juste faire un petit carnet de routine afin d'être sûr qu'il s'agissait bien d'espèces endémiques à l'île, en surveillant quelques caractéristiques physiques et autres petits détails qui pouvaient me permettre de dire que, oui, elles vivaient bien uniquement ici. Sur les 10 espèces différentes que j'ai ramassées, les 10 venaient bien de cette île uniquement. J'étais extrêmement heureux. J'aurais préféré faire une autre découverte, mais une espèce endémique est toujours une immense progression pour la science. Maintenant, le plus dur pour moi sera de leur trouver des noms. J'ai toujours été nul dans ce domaine. Même le nom de mes enfants, je ne l'ai même pas choisi. J'ai laissé le travail à leur mère. Quand j'y pense maintenant, j'aurais bien aimé qu'elle soit là à ce moment-là. Elle m'aurait tellement aidé. Enfin, de toute façon, je dois les ramener avec moi. J'aurai donc tout le temps nécessaire plus tard pour leur trouver des petits noms. Le quatrième jour a été quelque peu mouvementé. J'ai eu beaucoup de mal à quitter mon camp ce jour-là. Plusieurs espèces d'araignées avaient quitté les bois et restaient devant mon équipement, comme s'ils venaient voir si leurs amis étaient bien traités ou s'ils pouvaient les libérer. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Comme si les insectes étaient doués de conscience, enfin je veux dire des arachnides.
La solitude sûrement. Enfin, 2 de mes spécimens sont morts durant la nuit. Ça m'emmerde énormément. Je dois donc retourner dans la forêt afin d'essayer de les remplacer au plus vite. Mais il faut vraiment que je les maintienne en vie. Je ne sais pas exactement combien ils sont, et si je m'amuse à exterminer plusieurs espèces, ça n'aura vraiment pas valu le coup que je vienne ici. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver de nouveaux spécimens. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'entre eux étaient devant mon campement, à attendre bêtement que le temps passe. Par chance pour moi, les 2 spécimens qui me manquaient se trouvaient dans cette petite bande, qui attendait fixement devant ma tente. Je les ai donc rapidement remplacés, et j'ai tenté de faire fuir les autres avec mon balai. J'y suis allé très doucement, et je les ai renvoyés dans la forêt, afin d'être sûr qu'aucune d'entre elles ne vienne me déranger durant la nuit. Ou sinon, ils m'auraient certainement entendu hurler jusqu'au Chili. Mais mon petit paradis a pris fin ce 5e jour. Je me suis levé ce matin, et mon campement était complètement encerclé par les araignées. Encore pire, d'immenses mygales se trouvaient en plein milieu de ces petites bandes, et qui me bloquaient toute sortie. Quand je vous disais que sur cette île, des records de taille pouvaient facilement être battus, je n'avais même pas encore vu ces mygales avant de vous dire cela. Ces monstruosités, elles devaient facilement faire 1,20 m de long, pour je ne sais pas quel poids, et très franchement je m'en moque. Je me suis barricadé dans ma tente, et je l'ai fermée à triple tour. C'est le dernier endroit qui me reste en sécurité. Je ne peux malheureusement pas aller dans l'eau, je ne suis vraiment pas un bon nageur. Et si j'ai le malheur de sortir, l'une de ces bêtes me chargera très certainement. Aussi lointain que je m'en souvienne, la dernière fois que j'ai eu aussi peur de ces arachnides, c'était sûrement dans le 2e volet d'Harry Potter. Mais maintenant, les voir aussi près, aussi grosses, bordel de merde, comment j'aurais pu imaginer une telle chose? Je crois que personne n'aurait pu y penser. Je laisse mes notes derrière moi, en espérant que quelqu'un les trouve. Et si c'est le cas, suivez mon conseil et ne restez pas sur cette île. Vous y trouverez certes plusieurs espèces endémiques, et qui pourraient même vous rendre célèbre aux yeux de la communauté scientifique. Mais vous y trouverez autre chose, quelque chose de beaucoup moins agréable, la mort lente, extrêmement douloureuse. Bonjour à vous. Étienne m'a parlé de vous. Je vois que vous êtes toujours là. Vous avez fait le bon choix en restant parmi nous. Vous voulez que je vous raconte mon histoire? Très bien. Alors installez-vous bien et faites attention. J'ai pour réputation de conter des histoires qui prennent la tête. Je m'appelle Jean. Je suis un vieil homme de 50 ans. Enfin, je les avais de mon vivant. J'étais bourreau à l'époque de la Révolution française. Je dois vous avouer que cette époque était une mine d'or pour les gens de ma profession. Nous avions reçu notre nouveau jouet, la guillotine. Et le nombre d'exécutions se comptait par plusieurs dizaines chaque jour. Je peux même me vanter d'avoir mis fin au jour du roi Louis XVI, le summum de ma carrière. Mais tout prit fin 3 jours plus tard. Nous étions le 24 janvier 1793. Je suis allé dans mon auberge préférée pour y prendre un bon repas, comme je fais pratiquement tous les jours. Et comme d'habitude, j'étais tout seul à ma table. Jamais personne ne mange à la table du bourreau. Les aubergistes. Avouez que même les jours où je n'étais pas là, personne ne venait manger à cette table. Cette vie en solitaire était parfois très dure, je dois l'avouer. Mais au moins, je me confortais en me disant que ma table était toujours bien propre et que l'aubergiste me préparait sa meilleure cuisine. Vu la belle quantité d'argent que je lui laissais... Bref, je mangeais tranquillement quand un homme complètement saoul est venu me dire qu'il n'avait pas aimé que je tue le roi. Bien sûr, je n'y ai pas porté attention. Je recevais souvent ce genre de remarques de la part de quelques mécontents. Mais peu avaient le courage d'aller plus loin. Mais cet homme insista pour que je l'écoute. Alors, je pris une pause et j'ai fait semblant de m'intéresser à ce qu'il avait à me dire.
Il arrivait à peine à baragouiner quelques mots du genre « Je vengerai mon roi ». Mais je fis un geste discret à l'aubergiste, afin de lui faire comprendre que cet homme m'importunait. Avec tout l'argent que je lui donnais chaque jour, croyez-moi que j'étais traité comme le défunt roi là-bas. À peine 30 secondes plus tard, l'homme était dehors, un coup de pied au cul. Bien sûr, il ne voulut pas sortir. D'après lui, il n'avait pas encore fini de me dire ce qu'il pensait de moi. Mais dommage pour lui, il fut jeté par la porte de la taverne pour y atterrir sur le trottoir plein de boue et les restes de nourriture. Les autres clients de la taverne et moi-même nous moquèrent de cet emmerdeur qui venait de retourner à sa véritable place. Puis je suis retourné à mon repas sans repenser à lui. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai dû passer dans une rue qui n'était pas surveillée. Et c'est à ce moment qu'ils me sont tombés dessus. L'homme bourré est revenu avec 2 autres personnes. Et il n'était pas aussi saoul que je pensais. Il m'avoua rapidement qu'il avait fait la comédie à la taverne afin de me voler mes papiers et connaître mon adresse. Il continua avec un grand discours à mourir d'ennui, sur le fait que j'avais tué le roi et que j'allais devoir payer pour cela. À chaque fois que j'y repense, je me demande comment j'ai fait pour ne pas mourir pendant son discours, tellement il était nul. Les 2 larbins ont commencé à me sauter dessus et ils m'attrapèrent par les bras pour me bloquer sur place. L'autre homme avança lentement vers moi, avec une hache dans la main, et il commença à la brandir dans ma direction. Il fit des gestes longs, accompagnés d'un rire sadique venant de lui. Il frappa de toutes ses forces, mais je parvins à faire un rapide mouvement pour que la hache tombe dans le bras d'un de ses larbins. La hache avait presque coupé le bras de l'homme, qui hurlait de douleur. Le 2e larbin me lâcha directement pour venir en aide à son ami, qui se vidait très rapidement de son sang. Je profitai de ce moment de répit pour prendre rapidement la fuite. Mais à peine ai-je eu le temps de faire quelques mètres que j'entendis le bruit d'une arme à feu. Et au même moment, j'ai ressenti une très grande douleur dans le dos pendant quelques secondes, puis plus rien. J'ai rapidement cru qu'il m'avait manqué et je continuai à courir droit devant moi. Je courus pendant quelques secondes, quand je remarquai un problème avec moi. Je me sentais soudainement tellement différent, tellement bien, que je n'avais plus mal nulle part, et je ne me fatiguais plus. Je me suis retourné pour essayer de comprendre ce que ces bandits m'avaient fait. Mais je ne vis qu'un homme penché au-dessus de moi, qui n'arrêtait pas de rire. Je suis retourné voir prudemment, mais il ne faisait pas attention à moi, ni même me regardait, comme si je n'étais pas là. Puis, ils sont partis, me laissant seul avec moi-même. Je suis resté 30 bonnes minutes à me regarder, et essayer d'accepter ce qu'il venait de m'arriver. Mais la grande question que j'avais en tête était pourquoi je n'étais pas parti au paradis ou en enfer? Pourquoi j'étais encore là? Je compris rapidement que l'enfer, j'y étais déjà. J'ai passé plusieurs heures à marcher dans les rues de Paris et dans des directions au hasard. Mais j'ai assez vite compris que je n'étais pas seul dans le monde des fantômes. Quand je suis passé devant ma très chère guillotine, que je voulais revoir une dernière fois avant de peut-être partir pour de bon en enfer, j'ai vu des dizaines d'autres personnes qui restaient là et qui me dévisageaient du regard. Pas de doute, ils pouvaient me voir. Mais je ne tardais pas à reconnaître leur visage. C'étaient tous ceux qui avaient passé sous la lame de ma guillotine. Ils ne réclamaient pas vengeance, mais ils me firent comprendre que je devais partir et ne plus jamais revenir à Paris. Le roi Louis XVI lui-même est venu me faire un geste de la main pour me faire partir loin d'ici. J'ai donc pris le départ pour une vie d'errance éternelle dans le monde, sauf dans la seule ville qui comptait le plus pour moi. Je ne quittais pas seulement mon corps et ma grande carrière, mais aussi le peu de famille qu'il me restait, et que je ne reverrai plus jamais. J'ai donc passé les derniers siècles à errer, ici et là, sans jamais pouvoir trouver un endroit où me poser. Puis je suis tombé sur cet endroit, et j'ai choisi d'y rester pour toujours. J'espère que mon histoire vous a plu. Je continuerai bien à vous conter mes aventures, mais je vois d'autres de mes amis qui sont aussi très pressés de vous raconter leur macabre histoire. Alors prenez un bon siège
et une bonne boisson. Je crois que vous n'êtes pas prêt de quitter la taverne des morts.